Sacha Houlier, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de la Vienne. On va parler bien sûr des régionales, mais je vais commencer par une question qui vous semblera peut-être anecdotique, en tout cas taquine. Emmanuel Macron a reçu Justin Bieber hier à l'Élysée. Est-ce que c'était vraiment nécessaire un lendemain d'élection ratée? Bon, d'abord, c'était aussi un signal que la fête de la musique peut se dérouler plus normalement que nous l'avions prévu, avec une anticipation du calendrier de déconfinement, puisque le lever du couvre-feu a eu lieu dimanche. Et donc, c'était aussi une façon de dire que le pays reprend une bonne nouvelle que on prend Oui, en ces c'est-à-dire que la temps-là. fête de la musique est plus importante que les élections. On a envie de vivre et on pensera à la politique plus tard. C'est malheureusement aussi le message qu'ont délivré les électeurs dans cette élection sans électeurs, puisque 66% d'abstention, voire plus dans certains territoires. Ils ont la tête Euh, ailleurs. Ils ont la tête ailleurs et par ailleurs, ils ont dit aussi qu'il y avait un désintérêt profond pour le renouvellement de collectivités dont le fonctionnement, les compétences et l'impact territorial ne semblent pas avoir convaincu les électeurs, ce qui est, je le dis, profondément dramatique. Alors les événements d'hier, c'est d'abord la gauche qui se retire dans le sud. La République En Marche l'avait déjà fait d'une certaine manière au premier tour en se rapprochant de Renaud Muselier. Est-ce que c'est la bonne stratégie ou est-ce que c'est pas finalement une sorte de sauve-qui-peut face au Rassemblement national? Bah, d'abord, il y a une forme de responsabilité à dire que nous ne voulons pas, nous l'assumons, que le Front national dirige une région, voire dirige une collectivité. Il y a trop d'impact, il y a une chasse aux associations, il y a une préférence nationale qu'ils mettent en œuvre qui mérite que chacun s'oppose à l'arrivée au pouvoir de ce type de personnage politique. Et donc, nous avons pris nos responsabilités, que la gauche le fasse dans la douleur. Dans la douleur. Qu'est-ce que j'ai pas entendu depuis dimanche soir sur le fait que des gens qui seront des républicains seraient identiques au Front National? Eh bien ça, je le dis, se rendre compte tardivement, mais finalement que les élus républicains, ça n'est pas le Front National, c'est une bonne chose, c'est peut-être un peu tard. En Île-de-France, la gauche se réunit derrière les écologistes. On le voit dans d'autres régions, une gauche parfois radicale. Est-ce que ça ne va pas faire fuir vos électeurs, La République En Marche, au deuxième tour, vers la droite pour éviter cette gauche radicale? Plutôt Pécresse que Bayrou, donc adieu Laurent Saint-Martin. Je vais vers Christelle Morançais, j'abandonne François de Rugy parce que je ne veux pas de Mathieu Orphelin. Vous ne craignez pas d'être vidé de vos derniers électeurs? Bah, pour les faire fuir, encore aurait-il fallu qu'ils viennent au premier tour. Et moi, ce que je constate, et j'en ai fait l'amère expérience, c'est qu'ils ne sont pas venus au premier tour. Pas du tout. Ceux qui se sont massivement abstenus, ce sont prioritairement nos électeurs. Quant à la gauche, pour commenter, en réalité, moi, j'ai du mal à comprendre. Quand en Occitanie, Carole Delga nous explique que son projet est incompatible avec Jean-Luc Mélenchon, et qu'en Île-de-France, en deux claquements de doigts, des personnes qui avaient des programmes aussi opposés que Clémentine Autain et Audrey Pulvar arrivent à trouver, sans aucune discussion programmatique, un accord finalement d'apparatchik. Ça donne une marge au président de la République, à sa formation, pour aller récupérer encore des électeurs de gauche républicaine, social-démocrate, deuxième gauche? Bah d'abord, c'est des électeurs qui nous avaient fait confiance en 2017. C'est des électeurs pour lesquels nous avons travaillé, quoi qu'on en dise, sur l'augmentation de prestations sociales, sur des réformes comme la loi séparatisme, ou encore sur des textes comme la loi climat, avec des résultats qui sont probants, avec par ailleurs des filets de sécurité qui n'ont jamais été aussi importants dans notre pays, et qui devraient aussi pouvoir nous permettre de leur parler et de leur dire finalement nous avons besoin de vous comme vous avez peut-être aussi besoin de nous pour la suite et pour 2022. Alors chacun cherche depuis 2 jours les raisons de l'abstention massive, et notamment de l'abstention de vos électeurs La République En Marche. Vous-même d'ailleurs avez été éliminé dans votre canton à cause de l'abstention. Quelle est votre hypothèse? Quelle est votre explication? Bah, d'abord, une partie des électeurs sont venus. Moi, j'ai fait 31% au premier tour et malgré ça, il a manqué 9 voix. L'explication, c'est d'abord une incompréhension, je pense, du rôle des régions et des départements. Et le débat reprend sur la participation ou sur la participation citoyenne, mais je crois qu'il est d'abord sur la lisibilité des institutions et notamment sur la fusion de ces collectivités que sont les départements et les régions. On avait un temps imaginé un conseiller territorial. Je pense que finalement, il était peut-être judicieux pour que chacun comprenne véritablement les enjeux d'une élection. D'autres proposent de revenir aux petites régions, parce que ces grandes régions déracinent finalement. Enfin, en tout cas, il y a un fonctionnement dans lequel le fait qu'on sépare d'un côté les compétences économiques, de l'autre côté les compétences sociales et qu'on organise deux types d'élections, on a bien vu que c'était incompréhensible pour une grande partie des concitoyens. Puis d'autre part, il y a un effet Covid qui demeure.
dans lequel les gens sont exténués, comme le sont par ailleurs beaucoup de politiques, qu'ils aspirent d'abord à profiter, à partir en vacances, à profiter de la réouverture des lieux de culture, des lieux de sport. Il y a en ce moment des grandes compétitions sportives qui se déroulent et que le désintérêt pour les élections est manifeste, en particulier pour un électorat comme le nôtre qui est particulièrement volatile. Si on avait voté en septembre, ça avait été envisagé à un moment donné, on aurait peut-être eu plus de participation, on ne saura jamais. Peut-être, et après d'autres nous auront expliqué qu'il y avait finalement le mois d'août qui nous aura empêché de faire campagne. En tout cas, elles ont eu lieu et elles ont finalement été un échec. Elles n'ont pas été un échec seulement pour la majorité, ces élections. Elles sont un échec pour tous, parce que lorsque on est élu avec des quantums de voix qui sont dérisoires, finalement, les félicitations ou les hurrahs que je lis parfois, je les trouve vraiment déplacés par rapport à l'inquiétude qui devrait être celle de tous les élus. Vous pensez à Xavier Bertrand? Je pense à Xavier Bertrand, je pense à des personnages plus radicaux qui sont parfois portés en tête dans des élections, que ce soit des élections locales comme les départementales ou des élections plus dimensionnées au niveau des régionales. Lorsque on a d'aussi faibles participations, y compris même lorsqu'on fait des scores, eh bien, on devrait s'interroger sur qui vote et si ça n'est pas finalement une élection de section d'un parti politique ou finalement une élection véritablement de ses militants, de ses propres militants. Et ça n'est pas satisfaisant. Ça n'est pas satisfaisant. L'effondrement de l'électorat RN, le Rassemblement national, était donné beaucoup plus haut dans les sondages. C'est quoi, selon vous? C'est la stratégie de Marine Le Pen, rassurante, ronde, qui est contestée par ses propres électeurs? Ou bien ce sont des gens tellement en colère que même voter RN ne leur suffit plus, ils préfèrent aller casser avec les Gilets jaunes le samedi? Non, je pense qu'il y a un défaut de mobilisation de tous les partis qui aujourd'hui ont fait l'élection de 2017 et qui la feront probablement celle de 2022. Je pense aux électorats de Jean-Luc Mélenchon, je pense à l'électorat de Marine Le Pen et je pense naturellement à l'électorat d'Emmanuel Macron. Et ce qu'on se rend compte aujourd'hui, à 2 jours après le premier tour, c'est que les électorats locaux de partis traditionnels se sont mobilisés, les électorats de partis nationaux, qui finalement sont ceux qui structurent la vie nationale, se sont démobilisés comme s'il y avait 2 échéances totalement imperméables l'une de l'autre. Vous avez été le plus jeune vice-président de l'Assemblée nationale de la Ve République en 2017, en arrivant au Palais Bourbon. 87%, je crois, des 18-24 ans se sont abstenus. Et que leur dites-vous? Je leur dis que finalement, c'est une grave erreur qu'il aurait fallu, pour l'investissement dans les politiques sportives ou culturelles, pour le soutien à tous les jeunes qui sont aujourd'hui en difficulté, voter pour les départementales. Qu'il aurait fallu, pour avoir un vrai impact sur le climat, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont mobilisés sur le climat, eh bien aller voter au régional. Pour avoir une relance économique digne de ce nom, et donc pour créer de l'emploi, il aurait fallu également se prononcer sur ce qu'on voulait, sur où la région va-t-elle investir. Et que à lui seul, l'État peut énormément, l'État peut beaucoup, mais il faut aussi qu'il ait des relais importants et cohérents dans les collectivités. Donc il y a, comme le bac, une session de rattrapage la semaine prochaine, et je leur dis allez au rattrapage parce que vous pouvez changer beaucoup de choses. Mais le gouvernement, le Parlement ont refusé le vote par correspondance, le vote électronique par Internet. Ne parlons même pas d'une application téléphonique. On le fait pour le Covid, mais on ne le fait pas pour les élections. Le vote à 16 ans qui pourrait les mobiliser. Vous êtes en retard sur ce sujet-là. D'abord, le vote, c'est un engagement. Et donc, le vote, il doit pouvoir être fait aussi dans une démarche. On va bien retirer des affaires en physique. On peut aller voter physiquement également. Ensuite, dans ces sujets qui sont aussi importants, il faut prendre le temps. Il n'y aurait rien de pire que de créer des procédures qui avaient été retirées en 1975. Parce que les communistes fraudaient parce qu'ils tenaient la poste. C'est fini, ça, c'est l'ancien monde. Alors, sur les fautes, soyons vigilants, soyons prévoyants. On a vu des gros défauts, notamment on a vu des sociétés qui se sont avérées incapables de distribuer de la propagande électorale. On a vu également des pressions. On sait qu'il y a des relents communautaires qui nous poussent également à prendre des dispositions législatives. La loi séparatisme arrivera en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, en nouvelle lecture, pardon, à l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Moi, je ne voudrais pas qu'on trouve des fausses solutions pour la démocratie qui conduisent à encore plus de dégoût. Vous aviez critiqué à l'automne dernier le fonctionnement de votre parti, La République En Marche. Vous aviez même claqué la porte de certaines instances. Que faut-il faire maintenant? Comment réorganiser LREM en vue de 2022? Bon, d'abord, je pense que le gouvernement va poursuivre la relance. Et donc, le gouvernement n'appelle pas de changement manifeste. De la même façon, on ne va pas changer l'Assemblée nationale à 1 an du scrutin qui nous attend en 2022. Ni remaniement, ni dissolution. Donc,
S'il faut un changement ou un bouleversement, c'est dans le parti politique de la majorité présidentielle, pour se réarmer, pour remobiliser un électorat que nous avons peut-être déçu, ou en tout cas que nous n'avons pas su convaincre. Et donc, c'est dans les instances qu'il faut véritablement construire une alternative puissante, qui tienne compte de fondamentaux et qui aille de redemander, comme nous l'avions fait en 2016, quels sont les ressorts de la participation et de l'intérêt de nos concitoyens pour 2022. C'est-à-dire abandonner la forme parti, repartir avec quelque chose de plus informel, type marcheur des origines? Très certainement, et en tout cas d'avoir une structure militante qui soit totalement mobilisée ou mobilisable en 2022 pour dire ce que nous pouvons changer ou ce que nous pouvons construire dans un programme. Je pense que l'interventionnisme économique a eu de très bons résultats. Je pense aussi qu'il faut pouvoir aujourd'hui le financer. Je pense qu'il y a aujourd'hui des politiques sociales structurantes, au moins vis-à-vis des jeunes ou des plus anciens, à décider. Je pense qu'il y a des arbitrages aussi qui sont à retenir dans le cadre de l'élection 2022, et ça c'est la réforme des retraites qui devra être faite après l'élection présidentielle, dans un choix arbitré par cette élection, et que La République En Marche aujourd'hui, quel que soit son nom demain, le parti progressiste ou un autre, ce parti, il doit proposer des arbitrages très clairs en ayant mené, d'ici à l'élection présidentielle, une large consultation qui dise voilà les arbitrages que nous rendons. Quelles réformes le gouvernement doit-il engager, avancer d'ici la fin de l'année pour retrouver les électeurs? Ouais, je pense qu'avant tout, avant même d'une question électorale, il y a une réforme que j'ai défendue dans les élections départementales et pour lesquelles je n'en démordrai pas, c'est celle de la dépendance. Si on ne fait rien dans les 10 prochaines années, c'est 110 000 places d'EHPAD qu'il faudra construire. La Covid a un peu tout changé là-dessus. On a vu que les gens ne veulent plus être en EHPAD. Et justement, c'est-à-dire que sur l'accompagnement pour la remise en forme, sur la visite des personnes âgées à domicile et notamment sur la rémunération des personnes qui s'en chargent, sur la façon dont on peut aussi avoir un suivi avec de l'outil informatique pour éviter les chutes et donc pour éviter le placement en EHPAD, nous avons énormément à faire. Et donc la réforme de la dépendance, c'est probablement la priorité absolue pour la fin de ce quinquennat. Et pour ce dernier coup de collier, vous êtes sûr qu'il ne faut pas un remaniement, resserrer le gouvernement, une équipe commando, peut-être changer son chef? Alors ça appartient, une décision qui appartient au président de la République. Je suis pas sûr que ce soit déterminant dans les mois qui nous attendent. Finissons le travail que nous avons à faire, finissons-le bien et faisons confiance à ceux qui finalement ont assez bien réouvert le pays, ont pris les bonnes décisions et font que la France se trouve dans la vaccination, dans la sortie et dans la relance économique, dans une situation bien meilleure que de très nombreux pays en Europe et dans le monde. Projetons-nous un peu. Le rival le plus sérieux pour Emmanuel Macron en vue de la présidentielle, c'est Xavier Bertrand aujourd'hui. Le rival le plus sérieux pour Emmanuel Macron, c'est avant tout lui-même. C'est de savoir si on est capable aujourd'hui de mobiliser l'électorat, de convaincre et d'étendre nos positions. Et si ça, nous pouvons le faire en 2022, peu importe finalement qui nous affronterons, parce que la seule personne qui puisse nous faire perdre, c'est finalement nous-mêmes sur un défaut de mobilisation. Et c'est ce que nous avons vu sur l'élection régionale et départementale. Sacha Houlier, merci, bonne journée. Merci.